Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue à mes quatre intervenants qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon invitation. Cette table ronde donc, a pour thème Slasher, quelle valeur ajoutée apportez-vous aux entreprises ? Pour introduire cette table ronde, vous savez, le monde du travail subit et vit des mutations profondes. Une fois qu'on a fait ce constat, qui est partagé globalement par tous, eh bien, quelles sont les transformations qu'on décide d'engager ou en tout cas qu'on décide de prendre en compte, comme me disait tout à l'heure quelqu'un, en temps réel, puisque aujourd'hui, c'est de la transformation instantanée. Et comment on va les anticiper ou pas ? Et donc, face à la montée en puissance du nombre de slashers, je vous rappelle encore quelques chiffres. 26% d'actifs en 2022 se déclaraient slashers et 96% disaient l'être par choix. Je vous donne un autre chiffre. 30% des moins de 30 ans aimeraient cumuler 2 activités de manière régulière, selon une enquête OpinionWay, qui date de 2019 aussi. Et face à ces chiffres-là, comment va-t-on faire pour repenser ces modes de travail, de recrutement, de management, justement à l'aune de la diversité des talents et d'une polyactivité qui puisse être pleinement choisie, attractive, sécurisée, sécurisante, tout en se libérant d'un diktat, d'un standard de la monoactivité qui est encore centré sur l'expertise. Alors peut-être que pour cela, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire reconnaître justement cette valeur ajoutée qu'apportent les multipotentiels et ces profils qui tendent à nourrir la diversité professionnelle d'une autre manière. Alors je me réjouis que cette table ronde puisse poser ce préalable et découvrir comment le slashing se déploie dans les organisations, mais aussi quels freins cela demande de lever encore. Et puis comment ce slashing s'inscrit au croisement des intérêts et des défis, à la fois des personnes, à la fois des organisations et je dirais même de la société dans un sens plus large, et c'est ce qu'on va aborder. Donc je vous remercie d'accueillir et d'encourager, de soutenir nos 4 intervenants. Et je vais, pour commencer, pour poser ce sujet, le mettre en perspective de manière un peu plus systémique, plus sociologique, anthropologique, laisser la parole à Michael Dandrieux, qui est un sociologue de l'imaginaire que j'ai eu la grande chance de rencontrer en découvrant une phrase qu'il avait citée. Et si tu veux bien, Michael, je vais commencer par... si je prends le mauvais document, ça ne va pas le faire. Et je vais rebondir sur une petite phrase que Michael... Peut-être je peux m'en souvenir si tu me donnes un indice, peut-être un indice qui s'afficherait en bas de mon écran, la première lettre, une couleur peut-être. C'était dans une conférence que tu avais donnée pour Switch Collective. Ah, j'ai dû l'inventer celle-là. Voilà. Je la retrouverai. Elle était sur le bon document. Je me perds dans les papiers. Donc c'est comme ça que je t'ai rencontré, que je t'ai connu, que j'ai découvert ton travail, que je t'ai rencontré tout simplement. Et dans cet extrait disait « Le travail considéré comme une répétition successive de tâches disparaît peu à peu pour se calquer sur nos sincérités successives. Notre enjeu est de prendre conscience de l'importance de ne plus se positionner en qualité d'individu unique, mais en personne plurielle. Cela signifie savoir faire preuve d'adaptabilité et avoir la capacité d'apprendre et de désapprendre. Nous sommes dans l'ère du collaboratif où le multipotentialiste, celui qui a la capacité de se renouveler, a davantage de valeur que l'expert. » Alors je te laisse partir de cet extrait-là et nous ouvrir vraiment, et nous ouvrir aussi, nous éclairer de cette approche qui est liée à ton expertise, cette période que nous vivons en 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, j'ai donc encore raté une occasion de me taire. Je ne sais pas du tout si j'ai dit cette phrase. Mot à mot. Mot à mot, d'accord. Mais j'aime pas les mots longs, en fait. Donc, je ne vois pas. Mais il y a une chose dans cette phrase qui ne m'étonne pas et qui n'est pas de moi et qui est de mon vieux maître, Michel Maffezoli. Et c'est cette idée de sincérité successive. Il disait que
l'obnubilation de la modernité avait été l'assignation à résidence de l'individu, son assignation géographique à résidence, et puis son assignation identitaire, la carte d'identité, qui tu es, et de ne pas pouvoir en changer. C'est-à-dire que si je décide d'être autre chose que ce qui est écrit sur ma carte, ça va être une longue négociation avec le corps public. Et il disait, pourtant, l'expérience quotidienne était toute différente. On voyait une personne qui vous disait « je t'aime » et puis le lendemain « je ne t'aime plus ». C'est la chose la plus banale au monde de se faire quitter. Et oui, mais hier, tu m'avais dit que je t'aimais. Et c'est vrai, mais pourtant, hier, je ne t'aime plus. C'est-à-dire que tu m'as menti. Non, hier, je t'aimais vraiment. Et aujourd'hui, je ne t'aime plus. Et est-ce que tu mens ? Pas du tout. Je suis successivement sincère. Chacun de ces moments est un moment dans lequel je suis pleinement, tout à ce que je dis, intégralement habité par ce que je dis, mais c'est deux choses tout à fait contradictoires. Cette sincérité successive, donc, Michel Maffezoli l'a travaillé dans un livre qui, je crois, est sorti en 1993, qui s'appelle « Du nomadisme », dont je vous recommande la lecture. C'était le point de départ de notre conversation. Alors, j'ai été tâché secrètement, parce qu'on prépare ces trucs en fait, j'ai été tâché secrètement dans la préparation de faire quelque chose, et je voudrais faire mes excuses à ceux qui connaissent un peu leur Simone Weil, leur Hannah Arendt ou leur Karl Marx, parce que je vais condenser en 3 minutes 30, car c'est le temps qui me reste désormais, une petite histoire naturelle de la question du travail. Je suis sociologue, entrepreneur, j'ai une entreprise de conseil depuis 20 ans maintenant, on accompagne des grosses organisations dans leur transformation en partant de la culture de l'entreprise. Et avoir un sociologue dans une organisation, c'est toujours enquiquinant parce que les gens des sciences humaines, les sociologues en particulier, ils aiment bien dire ce qu'il en est du monde social. Or, le monde social, il n'aime pas du tout qu'on dise ce qu'il en est de lui, puisqu'il passe son temps à se cacher, à se travestir, à se mentir. La question du travail est l'une de ces questions. On a l'habitude triste de considérer les objets sociaux comme des boules sur lequel, quel que soit l'endroit à partir duquel on les regarde, ils portent le même sens. Le travail est la même chose qu'on le dise aujourd'hui à la fin du 19e siècle, que prononce un Chinois, un Américain, que sais-je. La réalité sociale, c'est que le travail est un objet facetté et que de l'endroit à partir duquel on en parle, il a un sens qui est tout à fait différent. Donc quand on dit travail, on fait déjà une erreur. Il y a beaucoup de manières de travailler. Et d'ailleurs, vous savez que le mot travail avec un S n'existe pas en français. On dit des travails. Les travaux, c'est autre chose que le travail. Donc on montre qu'on ne veut pas pluraliser ce travail. Ça tombe bien, ça nous permet de n'en avoir qu'un seul et de l'imposer aux autres. Exercice du pouvoir. 2 minutes 30. Quelle est cette transformation du travail ? Merci beaucoup, Marielle. Quelle est cette transformation du travail ? Très grossièrement, bien sûr. Je m'excuse encore pour ceux qui ont lu ces livres ardus et qui condensent cette pensée que je vais très grossièrement déployer devant vous maintenant. Il y a 3 grandes phases de la transformation du travail, de cet facettage de ce qu'est l'objet de travail. La première trouve son origine à peu près à la deuxième ou la première révolution industrielle, dans laquelle le travail est une manière de subsister, de survivre. Il y a une concentration, on invente l'urbanisation, une concentration des gens qu'on va happer ce qu'on appellerait la périurbanité aujourd'hui, et les mettre dans la ville, et on les met ils deviennent manœuvres, on leur apprenne des métiers. Donc pour ça, il faut créer de l'éducation. Donc on invente l'éducation républicaine, et puis après l'éducation populaire. Et puis ces gens qui vivent dans des appartements, il faut les loger, il faut qu'ils aient chaud. Alors du coup, on invente le chauffage central, et puis le tout à l'égout. Et puis ils sont malades parce qu'ils vivent ensemble. Il y a de la promiscuité, disait Le Corbusier. Alors on invente la pénicilline, et puis les antibiotiques. Donc c'est un moment extraordinaire. Le travail permet d'accéder à une vie qui est plus forte que la vie, puisque dans cette vie, vous survivez, vous rajoutez mécaniquement des années de vie à votre vie. Le travail est non négociable, puisque la personne qui vous tend votre carte de pointage lorsque vous êtes manœuvre vous permet de vivre plus longtemps que prévu. Et alors là, en tant que contremaître, vous pouvez demander n'importe quoi à n'importe qui, il le fera du moment que ça lui permet de vivre plus longtemps. À la fin de cette ère-là, on va dire à peu près à la deuxième partie du XXe siècle, le travail change de valeur. Il est acquis, ce travail nous est dû, de grands progrès sociaux ont eu lieu. On commence à avoir inventé les congés payés, les retraites, les caisses d'assurance collectives, etc., les mutuelles. Du coup, on travaille non plus pour la survie, cette survie étant plus ou moins acquise, mais on commence à travailler, dans la modernité européenne en tout cas, pour le standard de vie. Vous avez un frigo, mais un frigo, ça n'est jamais assez. Vous pourriez avoir 2 frigos et 2 télés. Moi, quand j'étais jeune, des gens, ou des frigos plus gros. Des gens avaient une télévision dans leur salle de bain et c'était un signal de manifestation, non pas de leur bêtise, je pense que ça s'est arrêté après la mort de Claude François, mais de leur statut social. Et oui, moi, je peux regarder, tu sais, ce qui se passe au JT dans mon bain. Et donc quelqu'un venait frapper à la porte en vous disant « Est-ce que vous voulez augmenter votre statut social ?» Bien sûr, pour ça, il faut travailler plus. Donc le travail était un symbole du standard de vie ou un accès au standard de vie. Ça veut dire que vous pouviez négocier
à quel point vous acceptiez d'échanger votre corps, producteur et reproducteur, contre un salaire, dès lors qu'il vous permet d'accéder à un standard de vie supérieur à celui que vous aviez. Mais vous ne pouviez pas ou difficilement descendre en dessous du standard de vie. C'est l'apparition de la classe moyenne. Et puis, 45 secondes, le dernier grande phase du travail tel que nous le vivons aujourd'hui, qui est un moment où nous sommes obligés de travailler et où ce travail intervient comme un facteur de la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'on travaille pour pouvoir trouver, nous épanouir, le sens au travail, comme on l'a répété 100 fois, quelque chose dans lequel on peut s'accomplir. Je vous ai amené des journaux ici, Hannah Arendt expliquait qu'il y avait une différence entre le travail, l'action et l'œuvre. Et donc on passe d'un travail tripalium, veut dire le travail, la croix que l'on porte et qui nous fait souffrir, à une œuvre qui est quelque chose dans laquelle on se réalise. Il y a du tour de main, il y a de la fierté, il y a des savoir-faire. Donc ce passage du travail à l'œuvre fait que dans cette troisième grande phase, grosso modo après l'informatisation, c'est-à-dire les années 80, les gens travaillent, en particulier dans le tertiaire, le primaire se décroît grâce aux gains de production, le secondaire décroît grâce aux gains de production, on produit des métiers qui sont là pour gérer la complexité, c'est nos métiers, qui sont inutiles à part ça, je le rappelle, et on travaille pour pouvoir atteindre une qualité de vie. Et une chose tout à fait particulière se passe à ce moment-là, c'est que lorsque vous travaillez pour le standard de vie, vous continuez à échanger du salaire avec votre corps producteur et reproducteur pour pouvoir atteindre ce standard de vie. C'est une négociation. Lorsque vous travaillez pour la qualité de la vie, le travail lui-même fait partie de ce qui est dans la balance. La nature du travail est une partie de la qualité de la vie. Donc vous ne cessez de négocier et la nature même du travail devient le sujet de la négociation. Je ne veux pas faire ta tâche à la con, pourquoi est-ce que je devrais visser tant de trucs, ça ne m'intéresse pas, etc. Et interviennent des logiques tout à fait nouvelles dans les relations et les ressources humaines qui sont comment fournir à quelqu'un quelque chose qui a du sens pour lui, comment construire des parcours dans lesquels les personnes vont s'épanouir, comment permettre à quelqu'un d'avoir de la mobilité horizontale, verticale, en biais, oblique, etc., etc. Cette grande transformation nous amène une idée tout à fait nouvelle qui n'était pas une idée qui percutait la culture des gens de la fin du 19e siècle, selon laquelle la nature même du travail que nous faisons dans la vie quotidienne joue sur notre vie parce que la vie quotidienne, c'est aussi du travail et que par conséquent, la manière par laquelle nous jugeons et nous évaluons le travail que nous faisons est une manière par laquelle nous jugeons et nous évaluons notre réussite dans notre vie. C'est super emmerdant pour les entreprises parce qu'elles se retrouvent chargées de quelque chose dont elles ne savent pas quoi faire et c'est le bien-être. Pourquoi une entreprise devrait se retrouver à le bien-être, la réalisation de soi. Attendez, moi je suis RH, je ne sais pas gérer la relation de soi. Et donc pour conclure, puisque j'ai moins 17 secondes, vous vous en doutez, si je encapsule cette idée, bien retenir une chose, c'est que la manière par laquelle nous voyons le travail aujourd'hui a évolué tout simplement parce que les objets sociaux sont facettés, que nous travaillons grande maille aujourd'hui pour une qualité de vie et qu'il existe une continuité secrète entre la vie à l'extérieur du travail et la vie à l'intérieur du travail, que la digitalisation a accéléré. Et c'est la raison pour laquelle nous regardons comme tout à fait évident de pouvoir emporter avec nous nos convictions, parfois religieuses, parfois idéologiques, parfois politiques, nos envies, nos désirs, nos plaisirs, et de parler de tout ça à la machine à café. La question dont il nous reste, j'imagine, à débattre maintenant est de savoir si ça a de la valeur pour les organisations. Alors, c'est parfait. Tu as tenu le timing. Et je rebondis sur un échange qu'on a eu pour préparer la table ronde, un chiffre que tu m'as donné qui m'a évidemment saisi parce que je le ressens, mais il est quand même éloquent. C'est que tu m'as dit, finalement, tout ça conduit à faire qu'il y a un décalage de 100 ans entre, je te laisse finir la phrase, mais entre... La société et les institutions. Voilà. Les institutions qui sont instituées par la pratique quotidienne, la culture se pétrifie, elle se fige. Et lorsque la culture est très en ébullition, elle change, le jean rouge, le jean taille basse, la jupe en léopard. Pourquoi Très tendance. Les institutions, elles, continuent à penser le jean, le costume, le machin. Et donc, effectivement, il y a un décalage, 100 ans, 110 ans, ça dépend des sociétés, mais il y a un décalage entre la manière par laquelle la culture s'institue et la manière par laquelle nous la vivons. Et donc, je m'adresse ici aux gens dans la salle qui doivent vivre l'une ou l'autre des frustrations, soit en tant que DRH, de ne pas savoir quoi faire de cette envie de se lâcher, soit pour les gens qui sont slasheurs, de ne pas avoir le sentiment d'être reconnus par les institutions. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à nos trois autres invités pour que vous rebondissez sur les propos à votre guise ou complétez-les de Michael. Pour
l'éclairer aussi de vos rôles, de vos fonctions de DRH, recruteur, chef d'entreprise. Alors, essayer de compléter ce contexte dans lequel on est pour qu'après on puisse vraiment passer au levier pour embarquer et essayer de faire en sorte que ce décalage s'amenuise autant que possible. Concrètement, dans vos quotidiens, dans vos vies professionnelles, comment percevez-vous justement ce qu'on est en train de vivre là, cette période, ce va-et-vient entre deux réalités qui ne se rencontrent plus? C'est pas facile derrière Mickaël. Alors, c'est pas facile. Peut-être. Tout ce que j'ai dit étant faux, vous pouvez y aller. Ça va vraiment. Oui, non, mais sur un point de vue concret, peut-être avec des exemples que vous vivez, avec des choses. Alors, on va venir aux solutions, à moins que vous préfériez qu'on aille directement sur les solutions, si ça vous va. Non, là où ça fait sens, je trouve, pour faire écho, c'est ce fossé d'une centaine d'années que l'on vit au quotidien. C'est aussi une quantité d'opportunités indépendantes pour chacun d'entre vous, pour les entrepreneurs qui assument, qui sont en métaposition sur ces deux enjeux, sur ces deux mondes qui sont en train de cohabiter, pour les faire se comprendre, pour les faire se rencontrer. C'est pas tant pour parler de moi, mais c'est ce en quoi je crois, c'est ce qui a fait la raison d'être de la création de l'activité, c'est de se faire parler ce monde qui accélère, qui en plus individuellement est d'autant plus rapide vis-à-vis d'organismes, d'organisations qui elles sont beaucoup plus lentes, qui ont beaucoup plus d'inertie, d'entropie. Alors toi, tu es vraiment exactement à cet endroit-là, parce que ton activité fait que tu es en interface entre des candidats, des personnes qui cherchent... des slasheurs qui cherchent à s'épanouir, tout simplement. Mais qui cherchent aussi à rentrer sur un marché du travail qui leur correspond. Et puis de l'industrie, le monde de l'industrie, qui cherche pas forcément un slasher qui s'épanouit. Pas vraiment. Ce qui m'amène à être qualifié souvent d'espion, c'est-à-dire cette capacité à rencontrer des slasheurs au quotidien, à les faire se connaître eux-mêmes sur leurs talents respectifs, leurs compétences, mais aussi leurs appétences, pour pouvoir ensuite les déguiser, leur faire plier leurs ailes sur la partie de slash, notamment celle correspondante au pilier argent, qui correspondra au monde qui subsiste aujourd'hui et qui leur permettra de s'épanouir sur d'autres activités potentiellement moins rémunératrices, mais plus porteuses de sens ou de diversité, tant liées à la transition écologique et sociale qu'à leur propre bien-être global. Donc vraiment, ce grand écart dont parlait Mickaël entre les deux sociétés, le slash est une opportunité de faire un slash associé au monde d'avant et un ou deux slash associés au monde d'après, et de donner cette opportunité aux indépendants de se nourrir de cette énergie. Ok. Frédéric, si on raccorde tout ça à ton métier oui. Alors, en lien avec les RH, concrètement, quels sont les enjeux là auxquels vous êtes confrontés de manière un peu cuisante? Ce qui me fait réagir par rapport à ce que tu as dit, Mickaël, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les grandes entreprises, c'est tiens, j'ai fait carrière. J'ai fait carrière dans une grande entreprise et en fait, moi, c'est un terme du coup qui fait lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai un peu honte parfois de dire. Alors, j'ai 14 ans de carrière derrière moi, mais quand je dois dire j'ai fait carrière, j'ai hyper honte de le dire. Ça fait un peu référence aux années 80, très masculin, au col blanc qui coûte que coûte gravissent les échelons d'une grande entreprise, et ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce que finalement faire carrière, c'est limité qu'à cette définition? Est-ce que c'est limité qu'au bord d'un contrat de travail dans une grande entreprise? Est-ce que finalement faire sa carrière, faire ma carrière, c'est pas voir un peu plus loin, pouvoir se réaliser? Est-ce que quelqu'un qui fait de la multi-activité fait carrière? Est-ce que quelqu'un qui part en retraite anticipée a fait carrière? Est-ce que quelqu'un qui se reconvertit fait carrière? Moi, ça me fait vraiment poser toutes ces questions. Et notamment dans les grandes entreprises où avant, on voyait plutôt, et notamment les cabinets de conseil et d'audit qu'est Forvis Mazars, des développements plutôt verticaux, du junior jusqu'à l'associé, qui sont vraiment en train d'être remis en question, avec des parcours qui sont de moins en moins linéaires, de plus en plus sur mesure,
où du coup, on va y arriver tout à l'heure, certains de nos collaborateurs passent au slashing. Et donc ça veut dire que ça met en jeu aussi des difficultés de recrutement, d'attractivité pour non, où il y a un décalage entre ce que vous proposez et ce qu'attendent les jeunes candidats? Je pense que les grandes entreprises restent attractives parce que c'est, je pense, une certaine incise, notamment les cabinets d'audit et de conseil post-grandes écoles. On sait que c'est des années qui sont très formatrices. On a fait une étude là, sur les jeunes générations. Il y a quand même plus de 79% des jeunes générations qui se disent vouloir aller dans des grandes entreprises. Donc je pense que la grande entreprise, comme on l'entend, n'est pas encore de beaux jours devant elle. Par contre, c'est sûr que dès lors qu'on parle flexibilité, multi-activité, c'est quelque chose qui, pour les jeunes générations, doit être un acquis. Alors que quand je sais pas si, chez Mazars, je vais le dire maintenant, en 2002, on a retiré la clause de non-concurrence donc dans les contrats de travail. Et en 2019, en 2022, excusez-moi, on a intégré une clause de multi-activité directement dans nos contrats de travail. Donc, nos collaborateurs peuvent avoir une autre activité, salariés ou pas, salariés, mais il faut que ça rentre dans le temps maximal du contrat de travail. Dès lors que ça ne fait pas concurrence à Forvis Mazars ou que ça a un côté, peut porter préjudice à l'image de Mazars. Alors, tu reviendras peut-être sur ce point-là pour expliquer aussi quelles sont les raisons qui vous ont conduit à... je pense que ce n'est pas tombé d'un chapeau comme ça. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur les leviers. Anne-Lise, est-ce que tu veux rebondir sur les grands enjeux auxquels tu es confrontée aussi dans ton métier de recruteuse et de slasheuse, puisque tu as cette double identité? Avec plaisir. Ce que disait Frédéric, moi, me fait penser aux salariés des entreprises que j'accompagne, donc qui est le secteur de l'assurance, avec souvent des groupes qui ont des histoires, des valeurs et on s'entend en arrière dans leur organisation, leur façon de penser. Ce qu'elles acceptent en tout cas et ce qu'elles ont mis en place et ce qui est toléré par rapport au slashing, c'est la notion d'aidant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de salariés sont confrontés à des situations où y a un parent malade et en fait de plus en plus de ces entreprises-là, parce qu'elles sont beaucoup dans le service et l'aide à l'adhérent, en fait autorisent leurs salariés pendant un certain nombre de temps, un nombre d'heures ou un nombre de mois à être aidants. Ça, c'est accepté parce qu'il y a la notion de devoir derrière aussi de porter la famille. Le slashing, pour s'épanouir, pour oser être soi est encore loin d'être intégré dans le quotidien d'une entreprise et je trouve que l'entreprise a encore gagné en flexibilité. Néanmoins, moi j'ai un exemple qui vient en tête. Peut-être on y viendra après sur les exemples si tu veux bien. Parce que moi je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce qui m'intéresse aussi là, c'est de voir justement qu'est-ce qui freine. Parce que tu dis pour faciliter la possibilité d'être aidant, c'est accepté parce que ça fait partie de la culture d'entreprise. En revanche, pour l'épanouissement de la personne, et Mickaël l'a dit tout à l'heure, moi j'ai entendu récemment dans une table ronde, certes devant des personnes d'un certain âge, plutôt des hommes qui disaient que comment l'entreprise n'est pas là pour qu'un collaborateur s'épanouisse. Donc je me suis dit, mince, je me suis trompée d'époque, il y a un truc qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui freine justement, toi, ces résistances, qu'est-ce que vous entendez justement comme irritant, comme poncif, comme idée reçue sur ces profils qui aimeraient faire autre chose? En un mot, une phrase, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce que vous rencontrez comme résistance? T'es dit aussi quand tu vas voir des industriels à qui tu dis, je vous propose un profil slasher. Je pense que c'est la peur que le salarié soit moins investi dans son travail quotidien. Je pense aussi derrière qu'il y a une notion de profiter du statut pour faire autre chose, alors que l'entreprise aurait tout à gagner à avoir un salarié qui soit slasher et donc épanoui. Ouais, parce que il y aurait on reste sur les représentations. Ouais. C'est ça. Ok, merci. Teddy, qu'est-ce que tu entends en réfutation ou en résistance? Un des biais que je rencontre le plus, qui peut se faire sauter assez rapidement avec un échange vraiment en individuel avec le dirigeant, qui en tant que dirigeant peut
assez vite se rendre compte qu'il est lui-même slasher. Mais un des biais que j'ai, c'est le slasher et le salariat. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lance en multi-activité, en polyactivité, est souvent a une vision systémique de son marché, des statuts potentiels associés à la prestation qu'il mène, à son CV. Et donc cette capacité à dire « Ok, je suis slasher, mais je reste en salariat » est de plus en plus difficile à tenir et m'amène un frein régulier managérialement qui peut paraître toxique, mais qui est encore très présent, qui est de dire « Mais il n'est pas dans mes effectifs. Je ne peux pas taper dessus. Il n'est pas à moi. » Cette notion de propriété du salarié, alors qui sociologiquement a sûrement des racines très ancrées, mais qui freine, hélas, le slashing parce qu'il passe en effet beaucoup par également l'indépendance, quand bien même c'est pour travailler dans la même entreprise. Valérie, tu veux rebondir là-dessus je suis tout à fait d'accord. Nos collaborateurs ne sont pas notre propriété. Okay. C'est pas la propriété de l'entreprise. Mais pour autant, ça peut résister. Vous avez on va y venir justement, mais parce que vous êtes un bon contre-exemple que c'est possible, un bel exemple de la possibilité de l'engager dans l'entreprise. C'est possible de l'engager dans l'entreprise. Après, je pense que l'entreprise a beau mettre aussi en place toutes les modernités que le monde du travail peut offrir, que ce soit flexibilité du temps de travail, de statut, de choses comme ça. Ouais. C'est aussi aux collaborateurs, à un moment donné, de s'emparer de cette liberté qu'on lui offre et de ne pas avoir peur de certains aussi dictates ou du regard des autres. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes générations qui arrivent dans notre entreprise, par exemple, que pour peut-être des générations un peu plus aînées, certains senior managers, certains associés, qui, eux, ont vécu finalement un peu le monde d'avant, le monde du conseil et de l'audit il y a 20 ans, le monde du conseil et de l'audit aussi avant le Covid, parce que je pense que la période Covid a aussi beaucoup transformé ce qu'on a envie de faire et notre façon de fonctionner en entreprise. On dit beaucoup plus que l'on veut, mais voilà, on a encore des réticences parce qu'on a peur d'être vu comme tiens, il va passer moins de temps à travailler sur mes dossiers, il va être moins attentif, moins investi, alors qu'en fait, ça peut être tout le contraire. Merci beaucoup. Michael, toi, depuis ton entreprise, depuis l'accompagnement que tu mènes auprès d'autres organisations, qu'est-ce que tu perçois sur ce point-là ? Oui, je me dis que là encore, on est prisonnier de notre culture. Le contrat de travail, je crois que c'est un contrat qui trouve encore pour grande partie de ces textes son origine dans le Code napoléonien. C'est un contrat d'assujettissement. C'est ce que c'est. Donc, quand bien même l'entreprise offre une permission particulière aux salariés de faire quoi que ce soit, ça reste un contrat d'assujettissement. Mais il y a un objet qu'on n'a pas défacetté, c'est l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? À quoi ça sert une entreprise ? Sans monopoliser le temps, je ne le refais pas, mais l'entreprise, elle date du IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la forme par laquelle on la connaît, Societas Publicanorum. C'est des gens qui se retrouvent pour faire des ponts et frapper de la monnaie et des aqueducs. Sauf que c'est la République qui leur demande de le faire. Donc il n'y a pas de start-upper. Il n'y a pas une super idée pour faire un calculateur en plastique qui va vous dire combien de trucs il vous reste dans votre frigo et quelle recette il faut faire avec vos restes avant que vous les jetiez, etc. Ça n'existe pas. Fast forward 17 siècles plus tard, 18 siècles plus tard, au tout début de la Compagnie des Indes, l'entreprise devient le truc le plus vorace et le plus terrible qu'on l'aimaginait, pouvoir extraire de la valeur quelque part et l'amener de l'autre côté. Et puis l'invention de la philanthropie, Titus Salt, Carnegie et tous ces gens-là, dans lequel il y a un lien continu, c'est que le salarié est une force de travail. Et donc c'est une unité qui va permettre de convertir une ressource particulière en valeur. Par conséquent, il fait partie de la machine. Et ça, c'est encore une grande partie de la manière par laquelle on voit la force de travail. Et d'ailleurs, quand on dit on a des salariés, on réfléchit... Unité temps plein. Oui, ou ETP. Un équivalent temps plein. Ça veut dire que tu vas faire 3-4 jours, mais on va compiler avec quelqu'un d'autre. Donc ce sont des unités de temps qui sont des unités d'énergie ou d'intelligence qu'on va arriver à convertir en valeur, qu'on va pouvoir vendre à un client à tel TJM. Et donc on est encore là prisonnier de nos normes et de nos manières de penser, parce que tant qu'on considère que la personne vient échanger son temps et sa capacité de production à un outil de production collective qui va être une marque, une maison du conseil, une industrie, etc., on continue à penser que toute partie qui n'est pas allouée à l'entreprise est une partie qui est perdue pour laquelle on a quand même payé. Or, même les grandes entreprises de conseil qui font des timesheets de malades avec des déclaratifs tous les mois... C'est parce qu'on est
tout est régi autour du temps. Exactement. Le contrat de travail, Exactement. les 35 heures, la semaine de 5 jours, la semaine de 4 jours, le staffing d'un consultant, Exactement. le taux horaire. Voilà, c'est ça le Exactement. problème. Et donc ça, ce sont des unités qui sont des unités de travail, mais qui sont des unités tout à fait arbitraires et qui sont par ailleurs fausses. La valeur et le temps sont complètement déliés, tout le monde le sait. Donc moi, je crois que la chose la plus importante à faire, aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce que le travail, qu'est-ce qu'une organisation, et à quoi ça sert. Il se trouve que l'entreprise se trouve au milieu d'un enjeu qui est absolument immense. C'est que sans elle, et quoi qu'il arrive, les humains sont en train de retrouver la possibilité de construire et de soutenir les différentes facettes qui composent la totalité vivante. Je ne suis pas que maman, je ne suis pas que travailleuse, je ne suis pas que ceci. Et j'ai besoin d'un terrain de jeu pour ça. Ce terrain de jeu, 76% des Français travaillent dans le lucratif, donc c'est pour beaucoup l'entreprise, mais c'est aussi la société civile, l'associatif, mes copains, le barbecue, etc. Donc la question est dans quelle mesure est-ce que l'organisation sociale, dont les entreprises, vont pouvoir offrir un espace favorable à la réalisation de ce que la personne souhaite dans son ensemble. Et si je m'avance un peu sur la question que tu vas poser, je sais que tu veux la poser, c'est est-ce que vraiment ça a de la valeur ou pas pour les entreprises ? Voilà, merci, quelle belle transition. Je vais vous laisser parler de manière plus concrète de ça. Moi, j'en suis convaincu. Par ailleurs, je suis sociologue, entrepreneur, enseignant, développeur, pâtissier, papa, depuis 5 mois hier. Yes. Etc., etc. Je change 99% des couches. C'est une fierté. Si je mets le mot de la fin, bien sûr que ça amène de la valeur aux entreprises, mais pour une raison, c'est que les entreprises n'ont d'autre but que de résoudre des problèmes de la société et de la planète. Et sur le chemin, elles produisent de l'argent. C'est un professeur de management anglais qui s'appelle Colin Mayer qui dit ça. Rien d'autre. On a cru pendant l'histoire que j'ai citée tout à l'heure que le but de l'entreprise était la production de la valeur à tout prix, donc lean, etc. Souvent au prix des gens, d'ailleurs, qu'on écrase et qu'on spolie. Donc, non seulement ça a la valeur pour la société, au sens de l'entreprise, mais ça a aussi de la valeur un peu plus large, une valeur anthropologique. Je relisais, avant qu'on commence, et je te promets, j'arrête là, mais je pense que cette phrase est importante, un sociologue, un philosophe absolument méconnu et qui parle avec une petite voix de pinson qui s'appelle Gabriel Marcel. Et si jamais vous avez entendu parler de lui, venez me voir à la fin parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait entendu parler de lui, moi y compris. Je suis tombé dessus par hasard, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Homo Viator, comme quoi j'ai préparé mon truc. Homo Viator, l'homme qui voyage, et qui commence par cette phrase: peut-être un ordre terrestre stable ne pourra-t-il être gardé, conservé, que si l'homme développe une conscience aiguë de sa condition itinérante. Homo Viator. Ça veut dire quoi ? Que toutes les assignations à résidence, y compris dans le monde du travail, mais pas seulement dans la société civile aussi, sont une perte et une dégradation de la manière par laquelle nous vivons notre expérience. Nous sommes continuellement plusieurs choses en même temps. Et donc, un endroit dans lequel ces choses peuvent s'exprimer est un endroit dans lequel nous pouvons nous exprimer. Par conséquent, un endroit dans lequel la valeur peut exister. C'est contre cette assignation à résidence que se réveille cette situation dans laquelle nous sommes. On l'appelle comme on veut, anthropocène, postmodernité, chacun son nom. Et il n'y a qu'un travail à faire pour les institutions, c'est de rendre compte de la réalité vécue. Donc, quand bien même ça n'apporterait pas de bénéfices de production à l'entreprise, ne pas le faire serait un handicap de production, puisqu'elle entérinerait le fait que l'entreprise soit bloquée dans le XXe siècle. Quelle conclusion, mais on va quand même vous laisser rebondir sur, merci beaucoup Mickaël, sur le comment vous, cette nouvelle mobilité, nomadisme, quel est le mot exact qu'il utilise Viator, nomadisme, Viator, voyageur. Voilà. Peut justement s'inscrire dans un quotidien avec quelles modalités, avec quelles idées, quels exemples vous avez pour dire c'est possible. Et donner envie à d'autres de s'y mettre et leur montrer que c'est vraiment une équation qui est triplement gagnante pour la personne, pour l'organisation et pour la société en général. Parce que si je vais bien au travail, je ne vais pas être en arrêt maladie et je vais moins coûter à la société et ça va être vertueux pour tout le monde. Je sais pas, je peux me lancer. La remarque de Mickaël me fait penser à un thermodynamicien, c'est mon côté ingénieur, qui ne veut pas dire ingénieux, qui prend l'économie, qui prend le monde et qui met les lois de la thermodynamique sur ce monde-là. Et qui dit qu'aujourd'hui, en effet, tout est énergie, tout est capacité à contenir
une énergie qui est le vivant, et que à vouloir contenir une énergie, à vouloir contenir une personne dans une fiche de poste, on crée une entropie qui nous dépasse et qui nous détruit. Et il théorise ça jusqu'à la création d'une monnaie distincte, d'une température distincte pour rééquilibrer le tout. Bref, c'est des enjeux passionnants qui, vis-à-vis du slashing, sont représentatifs de, oui, cette énergie du slasher que tu as en interne. Si tu n'es pas capable d'entendre son hybridation, ses compétences, ses appétences à slasher, tu le perdras à court ou à moyen terme. Si tu n'es pas en capacité d'identifier que ce slash, qu'il va en effet imputer un temps de travail, une unité de temps de travail dans ton organisation, va au contraire t'apporter une innovation, une capacité d'apprentissage, de prise de recul sur ta propre activité, notamment vis-à-vis d'un monde VUCA, banni, d'un monde qui rentre en fluctuation, qui rentre en vibration, dont l'humain va être au cœur pour gérer cet incompréhensible, ce non linéaire. Eh bien, tu rates une opportunité de résilience, de robustesse, pour reprendre le terme d'Olivier Amand, dont ton entreprise a absolument besoin pour rester en vie, tout simplement. Merci. Alors concrètement, justement, Frédéric, tu peux peut-être nous expliquer ce qui a procédé à ce... Comment on en est arrivé là ? C'est ça, à cette décision d'hybrider vos profils et de créer aussi les conditions légales pour que ce soit possible. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. En 2022, on ne s'est pas dit, tiens, c'est la mode du slashing, on va voir les contrats de travail. Je pense que c'est quelque chose qui s'est infusé progressivement dans l'entreprise. Il y a à peu près une dizaine d'années, on a lancé on a essayé d'infuser une culture de l'innovation un peu plus forte chez Mazars. À l'époque, c'était Mazars, c'était pas Forvis Mazars, qui n'existait pas trop. Les collaborateurs étaient très centrés sur leur travail, leur mission, leurs clients, et très peu d'innovation interne. Donc, on a commencé à lancer cette culture qui s'est développée sur des projets internes qui étaient bénéfiques pour tout le monde. Puis, cette innovation s'est un petit peu transformée en intrapreneuriat. Ils menaient des projets à l'intérieur de l'entreprise, donc très bien. Puis finalement, il y en a qui se sont dit, tiens, attends, j'ai aussi une bonne idée, ça pourrait faire un business. Donc on a eu des entrepreneurs, finalement, qui sont nés chez Mazars et qui ont commencé à faire du business en extérieur, enfin du business pour Mazars, mais vis-à-vis des clients, voilà. Et donc c'est comme ça qu'est née progressivement de culture d'innovation, intrapreneur, entrepreneur. C'est comme ça que c'est né différemment. Puis je pense qu'à un moment donné, il y en a qui se sont dit, allez, moi je me lance en fait, j'ai aussi des idées, je vais aller le faire à l'extérieur. Et quand il y a des collaborateurs qui viennent nous voir et qui nous disent, tiens, j'ai envie de faire, j'aime Mazars, j'aime mon travail, j'aime mon équipe, mais j'ai envie de faire ça me titille, j'ai cette idée et tout ça. En fait, quel est l'intérêt pour une grande entreprise de lui dire, non. En fait, c'est le risque, c'est de le perdre. Donc, en fait, d'ouvrir la multi-activité, c'était pas vraiment un enjeu de fidélisation. Finalement, faire rester des gens pour les faire rester, moi, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, les faire rester et pour qu'ils soient encore plus engagés et qu'ils se disent, mais attends, Forvis Mazars, c'est une boîte chouette, ils m'autorisent de me faire cette activité, mais en fait, je vais être encore à 200% plus engagée finalement de mon travail et de mon équipe, parce qu'en fait, à côté de ça, j'ai l'opportunité de faire autre chose, de réaliser mes rêves, ce que j'ai en tête. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est diffusé. Et donc depuis 2022, intégration avec contrat de travail. Et en fait, c'est très souvent, Marielle, tu me posais la question, mais est-ce que vous monitorez la multi-activité ? Bon, on n'en est pas encore là, parce qu'en fait, vu que c'est inscrit au contrat de travail, finalement, c'est assez libre. Chacun le fait ou alors ne moi, le fait pas. quand je dis ça, c'est pas... Est-ce que tu arrives à compter ? Ouais, non, c'est pas compter. Je viens un peu vous titiller dans le sens... Oui, mais si on allait encore plus loin... Oui, mais voilà. C'est très bien. Tu me challenges à chaque fois, mais... Donc pour le moment, effectivement, c'est ouvert. On connaît ceux qui le font parce que certains osent en parler, nous raconter. Donc on a des gens qui ont monté des associations autour d'aide à faire des travaux dans leur maison, des choses comme ça. Il y a des associations aussi liées à la santé qui sont nées. On a des personnes qui ont des restaurants en parallèle de leur activité, qui ont des productions d'huile d'olive. On a dans le sport des présidents de clubs de hand, de clubs de boxe. Hypnothérapeute aussi. Hypnothérapeute, Gestalt. Gestalt, oui, oui. Donc, voilà, c'est assez divers. Donc, il y a ceux qui osent nous en parler, qui osent en parler à leur manager, et puis j'imagine qu'il y en a plein qui n'osent pas le faire encore. C'est là-dessus que je viens vous chercher. Il faut qu'on aille creuser. Comment aller les chercher ? Merci beaucoup.
Tu m'as parlé aussi, Anne-Lise, d'exemples très concrets, notamment dans un cadre de recrutement que tu as mené, d'un jeune homme. Et tu peux nous partager ces 2 exemples aussi que tu as évoqués, ou au moins c'est cet exemple-là? Oui, c'est l'exemple auquel je pensais, donc d'un candidat que j'avais chassé qui a un profil commercial, qui est jeune d'ailleurs, qui a 26 ans et qui est meilleur commercial de France pour la mutuelle dans laquelle il intervient, et qui, depuis plusieurs années, a une autre casquette, puisqu'il a développé une structure de logiciels d'annuaire en ligne, une start-up avec un ami, pour lequel il fait également du développement commercial. Et c'est quelqu'un donc déjà qui ose afficher son statut de slasher, qui l'assume, et qui, en entretien de recrutement, donne cette condition. C'est non négociable, et c'est le meilleur commercial de France, de cette mutuelle. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai essayé de débaucher pour un autre de mes clients, qui a tiqué sur le moment par rapport à cette deuxième activité. Il y avait une inquiétude. Bon, il a été reçu en entretien, et puis il a été très convaincant, parce que le fait qu'il ait cette double activité, ça en fait un collaborateur motivé, ça en fait un collaborateur performant, un collaborateur qui est heureux, qui est épanoui, et qui se donne à 200% dans toutes ses activités. Et puis, en fait, mon client voulait l'embaucher, et son entreprise l'a rattrapé en lui disant, si on te perd, on perd 50% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, l'entreprise dans laquelle il est a tout fait pour le garder. Donc c'est très bien pour lui, et c'est quelqu'un qui est en surperformance, et qui apporte beaucoup à son entreprise, et l'entreprise a totalement accepté et intégré dans son effectif une personne qui fait autre chose que le travail pour lequel elle le rémunère. Et ça, c'est... Et là, on voit bien que ça vient couper court aux idées reçues que si j'ai une activité parallèle, je vais moins performer dans mon métier, activité salariée. Il ne faut pas oublier que la vie, c'est pas des blocs les uns à côté des autres avec des barrières. Ah bon? Les mondes sont poreux. Donc forcément, ce qu'on apprend en entreprise va nous servir pour notre multi-activité, et ce qu'on fait ce qu'on crée à côté de notre entreprise va alimenter aussi notre quotidien au sein de l'entreprise. C'est exactement la question que j'allais poser. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça apporte, cette porosité, ce mélange des gens, ce combo d'activités qui peuvent paraître parfois tellement éloignées et pourtant qui peuvent être complémentaires. Après, la difficulté, ce que je mesure, parce que je sais qu'il y a des entreprises dans la salle qui sont là, qui se posent des questions. J'en vois de plus en plus. Je suis régulièrement sollicitée par des entreprises qui se posent des questions. Et souvent, elles me disent mais nous, on le fait déjà. On pose la question à nos collaborateurs. On leur demande ce qu'ils veulent faire à côté. Mais je pense à un exemple d'une manageuse qui me disait, d'une DRH qui avait une grosse équipe, qui me disait moi, j'ai découvert en posant clairement la question que certaines personnes ne m'en parlent pas, ne veulent pas le dire, parce que quand je suis ingénieure d'un côté et qu'en parallèle, j'ai monté un site de vente en ligne d'objets ésotériques, je n'ai pas forcément envie de le raconter, je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un huluberlu, donc je ne le dis pas. Mais pour autant, ces compétences de chef d'entreprise en développant cette petite activité à côté sont des compétences dont l'entreprise ne bénéficie pas. Donc on voit bien que cette porosité, aujourd'hui, il est temps de la mettre à jour et de la valoriser. On est d'accord. Je voulais rebondir sur le terme de porosité. Une des plus grandes porosités que je vois dans mon métier, c'est la capacité, notamment dans le management de transition, donc gestion de crise, capacité à accompagner une entreprise dans un chahut de gouvernance, de marché. C'est d'aller chercher des managers qui ont un slash, pas sur leurs compétences hard, mais sur un soft, sur une compétence, des compétences soft. Et les meilleurs de mes managers sont ceux qui ont un parcours très fort dans l'associatif, un parcours très fort en parallèle dans l'ESS, un parcours fort dans les aidants, qui amènent une capacité à gérer l'humain dans toute son entièreté, sa beauté, sa complexité, incommensurable vis-à-vis d'un manager copié-collé d'un CV, d'une fiche de poste. Donc cette complémentarité entre la compétence hard et la compétence soft, Jérémy Lamry serait là pour nous en échanger et voir les bases communes entre ces deux silos de compétences qu'on a
l'outrecuidance de siloter, c'est quelque chose qui, dans le slash, permet de comprendre, de lire la personne, sa raison d'être, et d'aller chercher, du coup, son authenticité, avec la puissance qui va avec, pour transformer, pour accompagner, pour révolutionner quand nécessaire. Alors, comment on va révolutionner ce monde du travail pour... Mickaël, tu m'as donné un bout de réponse. Tu m'as dit que la révolution, elle va passer par nous. Moi, je suis très touché par ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est le fil à tirer pour modifier les choses. Le problème de fond est une grande mécompréhension de part et d'autre de l'exercice du travail, chez les DRH et chez les gens eux-mêmes. Demande-moi je vais te demander ce que tu veux faire, mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils trouvent, ils cherchent, ça plaît pas, etc. Personne ne sait ce qu'on veut faire, on vit, et puis à un moment donné, on avance. Qui crée des frustrations des deux côtés. Chez les DRH, on travaille beaucoup avec des DRH de groupes internationaux. Je ne comprends pas, j'ai dit exactement ce que je voulais, je n'ai pas obtenu, je ne comprends pas. Comp and Ben, on est à fond et pourtant les gens se barrent, je ne comprends pas. Absentéisme, etc. Absentéisme, 4,1 points de PIB en France, je le rappelle quand même, pour que ça fasse bien mal. Micro-quitting, etc., tout ce qu'on a vu arriver. Et puis, des mécompréhensions de la part du collaborateur lui-même. Je ne sais pas ce que je fais ici, j'avais tout bien fait et pourtant je ne suis pas arrivé là où je voulais être, je suis dans un schéma d'insatisfaction, ma carrière ne m'amène pas là où je voulais être, parce qu'en fait j'étais vachement bon dans mon job, maintenant je suis devenu manager, et c'est le job du dessus, mais en fait non, c'est un autre truc. Et donc j'étais très bien là où j'étais, et maintenant on me demande de filer des ordres, et du coup je suis devenu le salaud avec le bâton, etc. Je me retrouve entre le marteau et l'enclume. Une mécompréhension d'une part, et d'autre, de ce que est le travail. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on est en train de dire tourne autour de un point, c'est la manufacture de l'identité. Qu'est-ce que c'est que construire une identité ? Une forme de sujet. En tant que sujet, moi je suis quoi ? Je m'arrête où ? Je commence où ? Et d'un côté, l'entreprise se trompe en pensant qu'elle acquiert les droits sur l'identité de la personne tant qu'elle est sous son contrat d'assujettissement. Tant que tu es chez moi, tu dois faire ceci, tu me le dois. De l'autre côté, le collaborateur se trompe en considérant que l'identité, ce qu'il décide être, s'arrête à ce qu'il choisit et que personne d'autre ne peut le lui imposer. Ce qui est une erreur. L'identité, c'est une négociation permanente entre soi-même. Je décide d'être, puis après il y a un peu de travail pour l'afficher. Ce que les autres en reçoivent, ok, je vois à peu près ça de toi, je te le donne, mais tu changes un peu, alors tu te déguises, mais je te rattrape et je te donne ça, et on change, et puis... Tout ces travail d'accotement, de négociation, de co-construction entre les institutions d'un côté et les personnes de l'autre font ce que sera le travail demain. Au cœur du sujet dont on est en train de parler, il y a la question de l'identité. Et nous sommes encore les victimes de nos représentations où nous considérons que l'identité est univoque. On n'est qu'une seule personne qui doit, à un moment donné, exercer une seule chose. C'est faux. Et quand tu disais la solution viendra de nous, je ne crois pas tant qu'elle vienne de nous. La solution, elle est déjà là, ça s'impose. Les gens vivent la manière dont ils vivent et c'est bien ainsi. Il y a juste un certain nombre d'institutions qui vont être à la hauteur de leur époque, c'est-à-dire comprendre ce qui est en jeu et modifier process and practices, contrat de travail, etc., pour laisser de la place à ce qui est déjà en train de se produire. Le plus difficile, et par où commencer, c'est l'exercice de lucidité sur ce que le monde est. Je suis tétanisé par les gens qui inondent le monde de faire des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, etc. Arrêtez avec ça. On n'a pas besoin de nouveaux récits, ou de nouveaux imaginaires, ou de nouveaux... On a juste besoin de dire les choses vraies. Il y a des choses qui sont déjà là, elles sont devant nous, elles sont en germe. Les gens la vivent, on travaille beaucoup avec les usines, on travaille à Bourg-en-Bresse, à La Verpillière, et on va voir les gens avec les RH, on leur demande alors comment tu vis ? Et les RH nous disent ils en ont rien à foutre de l'écologie, c'est l'école bleue, machin. Non. On leur demande comment ça va l'écologie, ils disent je sais pas trop. On leur dit mais t'as un jardin ? Ouais, et puis il y a des têtards, et derrière il y a une petite mare, mais il y a moins de têtards. Ça y est, on est en train d'avoir une discussion sur l'écologie et la place des femmes dans l'industrie. Toutes ces conversations, on est en train de les avoir. Mais il faut créer un terrain favorable dans lequel ces conversations peuvent sourdre, verbe du troisième groupe. Donc, notre travail et le travail des RH, c'est un travail de lucidité et de reconnaissance. La chose où moi je pense il faut qu'on travaille, moi je dis moi, mais pas du tout, les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler pensent qu'il faut faire, c'est mettre en place, en particulier au niveau des RH, une politique de la reconnaissance, dont le travail sera de permettre à chacun de créer de l'espace dans lequel les gens peuvent dire je ne sais pas ce que je veux, mais j'ai envie de le faire et je vais essayer et ça sera nul et on verra plus tard. Est-ce que ça te va ? Bien sûr, c'est la négociation qui permet de construire de l'identité. Et quand on aura ça, on aura des entreprises qui reconnaîtront la place qu'elles ont dans la manufacture de la société, c'est-à-dire uniquement le fait de créer de la valeur pour la planète et pour les gens qui la traversent.
fait tellement de bien de t'entendre. Merci vraiment. Donc, j'ai envie de dire que c'est une conclusion, mais je vais vous donner la parole à tous pour cette conclusion. Justement, c'est cette révolution. Si vous deviez conseiller, souffler à l'oreille de dirigeants, de RH, de vos collaborateurs, de vos clients, qu'est-ce que vous leur souffleriez à l'oreille pour justement engager cette co-construction ? Je ne sais pas engager la co-construction, mais en tout cas se reposer un peu des questions sur le modèle qu'on a à l'heure actuelle. On le disait tout à l'heure, certaines grandes entreprises ont un modèle très orienté temps, alors même que et mettent les collaborateurs un peu dans des carcans. Un collaborateur est égal à un job. Et je pense que les collaborateurs ont besoin de beaucoup plus d'individualité, d'individualisme, qu'on les reconnaisse pour leurs compétences qui sont certainement uniques. Et donc, faire un travail autour de l'organisation par les compétences. Donc, nous, c'est ce qu'on est en train de regarder, passer d'une organisation plutôt verticale où l'ancienneté, le diplôme, les années d'expérience étaient regardées pour le développement de la personne, mais plutôt de regarder ses compétences, qu'elles soient techniques et humaines, et du coup, de plutôt les évaluer par rapport à ça. Ce qui permet aussi d'ouvrir du coup, la porte à tout ce qui est slasher et freelance. Parce que parfois, on a certains clients qui ont besoin d'expertise très précise, que certainement nos collaborateurs n'ont pas, notamment dans un monde qui évolue quasiment tous les jours. Donc voilà, une organisation plutôt ouverte, basée sur la compétence, avec bien entendu tout un écosystème de freelance, de slasher, enfin tout statut qu'on veut autour de nous. Merci. Alors, on a largement débordé, donc désolé, on va devoir... c'est un choix. Je sais qu'on a ce temps-là, donc je préfère le prendre pour cette table ronde. On prendra un plus petit temps pour les échanges après, si ça vous va. Ça vous va ? Oui. Bon. Du coup, je te laisse aussi, je vous laisse tous les deux les mots de la fin et ces recommandations, ces inspirations. Je sais plus comment le dire. Moi, le mot inspiration me parle. Je pense que l'entreprise aujourd'hui, elle est très axée productivité, rentabilité. Elle oublie d'être inspirée. Et que c'est les êtres humains qui la composent qui sont là pour l'inspirer. Et l'inspiration, c'est la liberté aussi. Et c'est oser aussi sortir d'un modèle qui, de toutes les façons, ne fonctionne plus. Parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladie, de gens démotivés, de burn-out. Et retrouver un nouveau souffle et voilà, laisser cette inspiration grandir et faire confiance aux personnes qui sont dans leur organisation et surtout voir que ces personnes-là, elles vont devenir beaucoup plus épanouies et encore une fois beaucoup plus productives et très engagées et motivées et en fait que l'entreprise, elle en bénéficiera pleinement. Merci. C'est hyper compliqué parce qu'il y a une telle densité potentielle sur ces sujets-là, mais c'est passionnant. Je vais essayer de résumer en 2 points ma synthèse. La première, c'est ton mot alerte qui m'y a fait penser, cette notion de crise qui est un danger, mais aussi une opportunité. En reprenant les termes de survivre, de standard de vivre, de mieux vivre, on arrive dans un monde de polycrise, post-rapport Meadows, avec cette courbe en cloche qui va de toute façon redescendre, de limites planétaires qui vont nous rappeler à l'ordre. J'espère qu'on ne va pas faire le chemin inverse du mieux vivre au standard de vivre pour survivre. Ça, c'est première alerte de notre sensation, de se dire les solutions sont là et on est en train de les laisser filer. Et donc, mon deuxième point, c'est comment ne pas les laisser filer. C'est humblement, mais néanmoins une initiative qu'on a prise avec Marielle, c'est cette capacité à fédérer entreprises et slasheurs, je le répète pour entreprises. Et chercheurs aussi. Et chercheurs et sociologues, jetant la perche, et divers et variés. Autour de l'observatoire du slashing, cette capacité à fédérer, à acculturer sur les solutions sont là. L'hybridation, se connaître dans ces multifacettes est une solution à ces polycrises qui sont déjà présentes et à nous de les densifier, de les massifier, de les communiquer pour réussir à faire boule de neige, pour reprendre une thématique plus enfantine et plus accessible. Merci à vous. Moi, je rebondis sur le terme d'otium du peuple, enfin d'otium, et je rebondis sur un livre que j'ai découvert cet été qui a nourri mon été.
de Jean-Miguel Pire, qui est un philosophe qui s'appelle L'otium du peuple. Il est sociologue ? Ah, je croyais qu'il était philosophe. Ah bon, ben alors, donc, sociologue. Et je rebondis sur ce que tu disais, Anne-Lise, merci. Et parce que voilà, c'est aussi ce dont on a tous besoin. Et voilà, la société, les organisations, ce rapport au temps fait qu'on n'a plus de temps pour respirer, s'inspirer, se laisser inspirer. Donc voilà, c'est juste pour boucler. Et merci à vous tous. Je peux, oui, parce que bien sûr. Tu viens de poser une colle à tout le monde et je pense que pour le coup, ça nous permet de rendre hommage au Ocium, O-T-I-U-M, qui est un mot du latin, qui est le titre d'un ouvrage de Jean-Miguel Pire, qui est sociologue, qui est professeur à l'école des pratiques des hautes études, qui est un mec formidable par ailleurs, avec lequel j'ai la chance de travailler. L'osium, on ne sait pas ce que c'est, normal, parce qu'on n'a pas la chose. Donc, on n'a pas la chose, on n'a pas le mot, pas besoin. L'osium, c'est le loisir fécond, c'est-à-dire le temps consacré à la construction du discernement, la capacité de penser pour pouvoir savoir à quoi on vote, où on va, qu'est-ce qu'une société. Et ce loisir fécond a été complètement évacué, puisqu'on est dans une société qui va valoriser la production et la production de valeur. La scolée, c'était le mot que les Grecs utilisaient, l'école, rien que ça. Et on a gardé quand même, et je finirai juste ça, une trace de l'osium dans un mot qui est la négation de l'osium et quelque chose qui par contre rythme notre vie, le négocium, c'est-à-dire le négoce. Et donc l'inverse du loisir fécond, c'est l'échange commercial. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous quatre. Je crois qu'on peut lancer pour l'année prochaine un colloque sur plusieurs journées. Sur différents thèmes. Merci à vous tous pour votre présence. On va, si vous voulez, plutôt, enfin je ne sais pas si ça vous va, mais plutôt que de lancer un mini ou networking, on va pouvoir networker après au café ou dans le couloir. Peut-être prendre un temps pour vos questions, si vous le souhaitez. On est là jusqu'à 18h. Si vous avez envie, il y a des micros juste derrière toi, Jean-Sébastien, là, juste sur un pied. C'était par rapport à ce que M. Dandrieux a dit sur son ras-le-bol par rapport au fait d'utiliser le mot repenser les imaginaires à toutes les sauces. Je vous suis à 200%, dans le sens où c'est complètement dénaturé et on sait très bien que c'est quelque chose qui est utilisé pour... voilà, c'est devenu fourre-tout. Mais l'imaginaire est fondamental. Il se fait que je suis, entre autres, scénariste de fiction, que je passe un temps considérable à étudier mes sujets puisque je ne sais rien, et que la meilleure manière d'écrire des personnages qui peuvent dire quelque chose et nous toucher dans des œuvres théâtrales ou cinématographiques, c'est d'apprendre à les connaître, mais à travers mon prisme. Je vous rejoins aussi à 100%. Moi, la vérité, le fait de faire face aux choses me procure un plaisir énorme pour rester poli. Ça me fait bander quand on me dit les choses, quand on est face à des gens qu'on va interroger, qui pour la première fois peuvent vous parler, alors qu'en fait, au final, je vais peut-être passer des semaines à interroger des gens, juste pour un personnage de fiction qui a une chance sur 10 de voir le jour, parce que c'est des économies très fragiles aussi, très compliquées. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de questions qui se passent autour de l'imaginaire, autour de la fiction, autour du fait qu'on sort de plus en plus de films à recettes pour être dans le négoce et pas dans un temps de plaisance qui nous permet de construire des choses. Et donc, c'est juste... est-ce que vraiment l'imaginaire n'a plus aucune place pour vous, ou est-ce que c'était un moment un peu rock'n'roll où vous allez titiller, parce que je pense que c'est fondamental, et je ne parle pas de rêver, hein. Ouais. Je parle vraiment d'imaginer. Ouais. Moi j'ai un souci avec le mot rêve, parce qu'il est devenu fourre-tout aussi. Ouais. Le fait d'imaginer nous permet d'être beaucoup plus forts et fortes dans le face-à-face avec ce que vous appelez, enfin moi ce que j'appelle les réalités. Ouais. Donc, si vous aviez quelque chose par rapport à ça, pour Jean-Sébastien, c'est ça ? Oui, remettre la balance. Merci beaucoup. J'ai été vite. J'étais lundi soir à la convention des entreprises pour le climat, nouveaux imaginaires. Et je leur ai dit, je suis désolé. Il n'y en a pas possible. Ah bon, quand même. Bon, pourquoi ? Il se trouve que moi, par transaction, je suis le descendant de Gaston Bachelard, qui est un grand philosophe français. Et les études sur l'imaginaire trouvent leur origine dans la philosophie de Gaston Bachelard. Donc, et effectivement, tu l'as dit, je travaille sur la question de l'imaginaire. Ma thèse est sur la question de l'imaginaire. C'est l'une des fonctions premières, fondamentales. On imagine bien avant que de penser. Donc, je suis absolument d'accord avec vous. Je vais essayer de le dire de manière très très bête.
Si vous faites une ligne et que sur cette ligne, vous mettez d'un côté ce qui est de l'ordre du quotidien, du concret, du vrai, du réel, et de l'autre côté, vous mettez ce qui est de l'ordre de la fiction, de la pure invention, du peut-être, du possible. En France, traditionnellement, on va mettre l'imaginaire à droite du trait. Et quand on dit nouveaux imaginaires, ça veut dire nouveaux récits, nouvelle fiction, donc chose qui n'existe pas. Portion congrue. Malebranche disait la fédulogie. L'imaginaire, la fédulogie. Donc elle a deux caractéristiques. Un, c'est la fée. Elle est complètement freluche, elle vient, elle met le bordel dans la maison. Et elle est féminine, c'est la fée. Parce que tout le monde sait que les femmes dérangent le monde bien organisé des hommes dans le logis où tout est bien en place, il y a assez de papier toilette, les machins. Et les femmes viennent, elles bougent les casseroles, elles font du bordel. Donc c'est l'imaginaire. Donc vous voyez se projeter tout ce monde-là de l'homme qui organise, etc. Vous prenez cette ligne. C'est tout à fait faux. L'imaginaire est l'ensemble des images des capitales qui constituent l'ensemble des images des relations d'images qui constituent les capitales pensées de l'Homo sapiens. C'est la définition de Gilbert Durand des structures anthropologiques de l'imaginaire de 1961. Très proche de le concret, le quotidien, le réel. Pourquoi ? Parce que les humains ne rencontrent jamais le monde. Le monde ne se présente jamais à eux. Nous le représentons. Une table n'est jamais une table. Une table, c'est l'invitation du dîner, la xénophilie, l'hospitalité, ce soir manger, le peut-être, etc. Et par conséquent, l'imaginaire est la chose la plus concrète, la plus réelle, la plus quotidienne. Mais on ne peut pas inventer, créer de nouveaux imaginaires parce que la volonté qu'on a de pouvoir raconter une nouvelle histoire ne sera jamais aussi forte que le fait que pour la raconter, il faut qu'on passe par notre imaginaire. Donc en fait, nous faisons que reproduire des imaginaires déjà existants. On peut jouer un peu à la marge, mais il faut reconnaître que c'est les imaginaires qui nous font et pas nous qui les faisons. Donc vous avez raison sur les deux points. Il faut redonner sa force à la capacité de l'imagination, de produire des images, et aux imaginaires par lesquels nous voyons le monde. Il faut être très modeste par rapport à eux, car c'est eux qui nous font et pas l'inverse. Tout ce dont nous venons de parler, c'est un imaginaire du travail. Et ce qui est en train de se produire, c'est une déconstruction particulière de cet imaginaire du travail, produit par des normes, une manière de faire, l'assignation à résidence, l'identité, l'échange de travailleurs, corps producteurs et reproducteurs. Et nous sommes entre deux mythes, on a le cul entre deux mythes, on peut dire, entre ce mythe où l'imaginaire du travail... On ne pouvait pas dire ça ? Ah si, ça va très bien le cul entre deux. Nous sommes dans une haute pression de l'imaginaire, je le dis. Et il y a le passage entre un premier jeu de valeurs, l'homme maître de lui-même, maître de la nature, et une croyance sur la linéarité de l'histoire, ces valeurs de la modernité qui s'effondrent. Arrêtez de dire moderne pour dire contemporain. Si vous allez au musée d'art moderne, les gens sont morts depuis longtemps. Donc nous ne sommes plus dans la modernité. Et un nouveau jeu de valeurs qui apparaît, on ne sait pas trop lequel c'est. Et il faut y aller modestement, c'est-à-dire par accotement, en cherchant. Et c'est pour ça que je suis absolument d'accord avec vous, c'est la valeur cardinale et fondamentale. Je disais juste, arrêtons de vouloir créer des nouveaux imaginaires, c'est la meilleure manière de reproduire ceux qui sont déjà en place. Edgar Morin parle extrêmement bien. L'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Qui a une question ou veut rebondir, prendre la parole, échanger ? Peut-être Merci. Bonjour Frédéric. Je voudrais revenir un peu sur le concept qui a été évoqué dans la vraie fausse citation au début de Michael Dandrieux et repris par la suite sur ce rapport entre l'expertise et la valeur qu'on peut avoir en tant que slasher ou en tout cas polyactivité. Alors c'est pas pour parler moi, mais je vais prendre un exemple où moi j'ai été gérant d'escape game, j'ai fondé un escape game pendant des années et à côté de ça je me retrouve sur mon autre slash à postuler sur des institutions financières dans des postes auprès de direction où on attend une expertise avant tout. Et je me retrouve, au lieu de pouvoir valoriser mon expérience et ce que j'ai pu faire avec des gamins de 18 ans dont c'est le premier job, à leur apprendre des basiques du travail. Moi, c'est quelque chose dont je suis très fier d'avoir fait du management là-dessus et à devoir un peu mettre ça sous le tapis et à cacher parce que c'est escape game, qu'est-ce que ça a à voir avec la finance et donc ma question, je ne sais pas si vous avez des conseils ou comment on est face. Alors vous êtes peut-être un public éclairé, mais en tout cas dans le secteur financier ou en tout cas certaines personnes qui ne sont pas des férus du slashing, comment mettre en avant cette compétence et faire que c'est pas un handicap, mais peut-être quelque chose qu'on peut apporter de plus par rapport à d'autres profils. Qui a envie de répondre ? Il nous reste 5 minutes globalement pour répondre. Je peux tenter. La transversalisation des compétences, c'est le plus complexe pour faire parler ces deux mondes.
cette capacité à accueillir des slasheurs dans toute leur diversité, avec des profils et des projets qui peuvent être en effet très distincts les uns des autres, qui néanmoins ont toujours, et je le partage avec Marielle, une raison d'être commune. Moi, aujourd'hui, ma stratégie très opérationnelle, c'est que les clients que j'ai depuis 5 ans, depuis la création, je mets les pieds dedans, dans la porte, pour se dire, voilà, le profil que je vous propose là, ça sert à rien que je vous envoie un CV, je vous demande de le rencontrer, on en parle après. Mais ça, il faut 2, 3, 4 missions déjà de prise de conscience, de connaissance, OK, je te fais confiance sur le fait que le soft que tu vas m'emmener, que la compétence qui me paraît ne rien avoir à voir avec mon besoin, va le nourrir. Et j'ai régulièrement j'ai pas compris comment il a fait, c'est ce que je voulais, mais j'ai pas compris comment. Donc il y a cette capacité à se retrouver aligné avec quelqu'un qui est en capacité de comprendre le message. Parce que lui aussi a une vie, lui aussi a peut-être géré une boîte avant de créer celle dans laquelle vous postulez, etc., etc. Ce qui est le moins le cas d'un Xavier, qui est mon persona financier. Où là, le discours est différent. Le discours est différent et je replie les ailes. Hélas, aujourd'hui, c'est ce côté... homme masqué, quoi. Je replie les ailes du slasher, je l'accompagne sur son CV, je l'accompagne sur la conduite de ses entretiens pour transversaliser ce qu'il est dans la partie hobby qui peut être amené à... Voilà, mais surtout masquer ce qui effraiera le dirigeant, tant sur la capacité à sortir du cadre de la fiche de poste qui est à recruter, que la capacité à remettre en cause le dirigeant lui-même qui n'a pas eu ce parcours-là de gérant, par exemple, qui n'a pas eu cette compétence managériale plus ouverte. Donc j'ai aujourd'hui ces 2 stratégies qui sont évidemment toutes les nuances qui vont avec, à quel point on va ouvrir les vannes sur tel sujet, parce que moi, dans mon brief, j'ai ressenti qu'il y avait une sensibilité sociale ou environnementale sur telle thématique, l'eau, etc. Et dans ces cas-là, on va lâcher un bout de slash à tel et tel endroit, mais j'accompagne, agent de slasher, j'accompagne les slashers à rentrer dans ces moules-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont souffrir avec leurs ailes repliées pendant toute la mission, puisqu'on va... après, mon job, c'est l'avantage de ne pas être en salariat, parce que je ne les lâche pas. Mon job, ça va être de les accompagner dans la transformation et de leur faire ouvrir les ailes, plus ou moins violemment, en fonction de la capacité du dirigeant de l'encaisser. Et de l'organisation à transformer. Et puis très concrètement, c'est de savoir, l'année dernière j'ai mené une mission pour France Travail où on a vraiment travaillé aussi sur ce sujet de comment on va davantage porter l'attention sur des compétences communes, complémentaires pour une même personne, mais ils vont peut-être se faceter sur deux métiers complémentaires, un métier pénible, un métier moins pénible, etc. Donc, je dirais que peut-être le conseil, c'est aussi d'extraire de vos expériences qui sont peut-être moins avouables et sur lesquelles il faut peut-être un peu plier parfois certaines ailes, quoique, pour en extraire justement les compétences clés qui sont profitables aussi et que vous allez pouvoir transférer dans ce poste pour lequel vous candidatez. Donc voilà, il n'y a pas une stratégie, c'est-à-dire que ça s'adapte ça aussi au cas par cas. Après, voilà, il faut, je pense que l'extraction de ces compétences qui sont des compétences valeur ajoutée, même si on ne dit pas exactement ce qu'on a fait, mais en tout cas, elles sont pour autant importantes dans le prochain poste. Donc, je ne sais pas, qui a envie de... Oui, ça me fait penser à quelque chose. C'est si on part aussi sur une organisation par compétences et parce que fruit de toute notre expérience passée, que ça soit dans une grande entreprise, dans d'autres activités, ça me fait penser aussi à la tête de nos CV, en fait. Je trouve qu'ils ne sont pas du tout en lien avec ce vers quoi on se dirige. Pour le moment, c'est une feuille de papier qui est censée décrire l'intégralité de votre vie professionnelle, pas plus ni point 1 à 4, taille 12. Et les compétences à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous voyez un peu la tronche d'un CV, c'est la petite bande à gauche, et puis c'est des petits hashtag management, hashtag adaptivité, agile et tout. Là. Voilà. Donc en fait, pas du tout mis en valeur. Alors que si on renversait un peu le CV en disant oui, ok, j'ai eu des belles expériences dans telle boîte, j'ai monté mon organisation, mais par contre, au niveau de mes compétences, qu'elles soient humaines ou techniques, voilà à peu près où je me situe par rapport à ce que vous, en tant qu'entreprise, vous attendez. Peut-être que la discussion ne serait peut-être pas la même et le débat ou l'issue de la conversation ne serait pas la même non plus. Merci. Ça répond à peu près à votre question. Madame, peut-être vous pouvez faire passer.
Merci à tous, je m'appelle Clémence. Ça sera la dernière question parce qu'on va devoir libérer la salle après. Merci. Ma question est pour Madame Menou. Je voudrais savoir concrètement dans votre entreprise comment ça se passe le slashing. Est-ce que vous faites du 4 jours sur 5 ou vous permettez une journée à vos collaborateurs de faire ce qu'ils veulent, ou vous leur permettez de rentrer plus tôt, ou ils doivent faire les 35 heures et puis le reste du temps, vous ne vous occupez pas de ce qu'ils font? C'est assez libre. Je pense qu'il y a différents formats. Je prends l'exemple, par exemple, de la collaboratrice qui était thérapeute, où elle avait... donc la première année, elle a fait ses études, finalement, en plus de son travail chez Mazars. Et une fois qu'elle a voulu se mettre à son compte, elle avait banalisé une journée. Donc elle était au 4/5e et elle avait son cabinet sur une journée. Il y a d'autres collaborateurs, par exemple, la personne qui a son restaurant, c'est ouvert que le soir. Donc en fait, il n'a pas du tout d'adaptation de son contrat de travail. Il fait juste ça le soir, en plus de son activité. En fait, ce point-là, ça tire le fil un peu sur le rapport au temps qu'on avait tout à l'heure, qui est de se dire... déjà, les collaborateurs ne sont pas à propriété de l'entreprise. Et on a toujours fonctionné au temps, alors qu'en fait, en tout cas chez Mazars, on est en train de réfléchir à se dire, mais si on fonctionnait plutôt au résultat, en fait. En fait, je m'en fiche si le collaborateur, il fait bien son job, et s'il est malin pour le faire en 2 heures versus, excusez-moi, mais un client qui les achète 4 heures, en fait, tant mieux pour lui. Si derrière, il arrive à avoir son activité à côté, tant mieux pour lui. Tant que le résultat, on va dire, est là, que la mission est bien tenue, que le client est content, ça m'importe, il fait ce qu'il veut de son temps et de comment il s'organise. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de règles. En tout cas, chez Mazars, on n'a pas de règles. Chacun le vit et le fait en fonction de ce qu'il fait et d'une discussion avec son manager et sa DRH. Par contre, s'il n'y a pas d'adaptation du temps de travail, on s'attend quand même à ce que le job soit fait. Voilà. Merci beaucoup à vous 4. Merci infiniment. Oui. Alors, je vais. Merci à tous. Merci à vous tous pour votre. Pour votre présence très attentive. Si vous voulez poursuivre, alors justement, il y a le couloir, il y a le café en face si vous souhaitez qu'on aille plus loin. Et puisque je voulais vous remercier, je voulais aussi remercier Alain Bosetti parce que cet événement, il est possible grâce à lui. Donc un grand merci infini à Alain pour cette audace qu'il a eue de créer cet événement. Pour sa gentillesse aussi, qui est tellement précieuse. On a vraiment un plaisir incroyable avec Teddy de travailler avec lui, immense. Et merci à vous tous, parce que c'est vous tous qui, chaque année, tous les jours, nous écrivez, nous posez des questions, comment on fait, qui nous donnez des clés aussi, de choses, de sujets sur lesquels travailler, peut-être de sujets aussi à embarquer sur le prochain événement. Et sur l'Observatoire, pourquoi l'Observatoire et pourquoi j'en reparle? Parce qu'en fait, cette révolution silencieuse qu'on est en train de mener, c'est vous, c'est nous tous qui la faisons. Mickaël a dit, et voilà, c'est déjà là, il a dit, c'est déjà là, on est prêt. Alors faisons, œuvrons, co-construisons ensemble. Et cet observatoire, on l'a créé pour ça, parce qu'en France, on aime bien mesurer, on aime bien comprendre, c'est normal, mais on aime bien aussi avoir des chiffres, des études qui prouvent que ça marche, que c'est possible, etc. Donc on l'a créé aussi pour ça. Et puis c'est surtout on adore chercher. Moi, j'aurais adoré être sociologue si j'avais su que ce métier existait. Moi, c'est l'inverse. Je voulais être joueur de jeux vidéo professionnel. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, à ma manière, très humblement, voilà, je fais un peu de sociologie sur ce sujet, pardon. Et donc, on a créé cet espace avec Teddy pour... je l'ai embarqué dans l'aventure. Un jour, je lui ai dit, si tu me suivais sur ce projet d'observatoire, parce que on a besoin d'un terrain de jeu, comme tu disais, Mickaël, pour pouvoir explorer tout ça, chercher ensemble, ouvrir de nouveaux possibles, ouvrir de nouvelles solutions, inspirer. Donc il est là pour comprendre, pour accompagner ce mouvement qui est en train d'émerger.
Et puis, on a besoin de vous, c'est vous. Hein, vous êtes slasher, futur slasher, DRH, peu importe. Et donc, c'est un lieu pour vous. Donc, on a besoin de vous pour qu'il existe. Donc, venez le visiter. Soyez indulgents parce qu'il sort à peine. Voilà, il vient juste de sortir de nos tuyaux. Et il a besoin encore d'être affûté. On est en train de construire un écosystème d'experts, de DRH, de personnes qui vont pouvoir aussi le nourrir, l'éclairer. Donc venez le visiter, venez échanger avec nous et soutenez ce mouvement. Et puis chacun, depuis vos rôles, vos places, vos métiers, vos sensibilités, allez oser dire qui vous êtes. Allez oser présenter votre richesse, vos multiples facettes, autant que vous le pouvez, évidemment sans vous mettre en danger, mais je pense qu'on a tous et on aura tous à y gagner. Donc encore un grand merci à tous. Et poursuivons. Merci. Juste dire un truc, parce que j'ai été... si jamais vous êtes intéressé pour voir la manière dont les fonctions RH sont en train d'évoluer, je viens de publier un article dans la Harvard Business Review avec le patron de Nexence qui s'appelle Christopher Guérin. Vous tapez Christopher Guérin, d'André HBR, etc. Ça, c'est vachement sympa. Et puis, j'ai été cruche parce que je les ai laissés là-bas, mais j'ai une espèce de petit cadeau. Mon équipe, qui est une équipe absolument exceptionnelle, de slashers, pour beaucoup. Je vais juste prendre ça. Ils font un journal, en fait, 2 fois par an. Et il y en a un spécifiquement dédié au passage du travail à l'œuvre, comme si on était en train d'en parler. Et donc j'en ai ramené quelques-uns. Alors, il n'y en a pas pour tout le monde, mais bien sûr c'est gratuit, c'est en ligne, etc. J'ai quelques papiers totalement, voilà. Donc c'est là et c'est pour vous. Merci. Et en plus c'est Noël.